As-tu déjà vécu ce moment étrange, presque brutal, où tout semble calme autour de toi, mais où ton esprit refuse simplement de se taire? Il n'y a pas d'alarme qui sonne, il n'y a pas de véritables urgences, personne ne te met la pression, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste agité sans arrêt. Comme si tu étais prisonnier d'un tumulte invisible que personne d'autre ne peut percevoir. Tes pensées s'accélèrent, amplifient, dramatisent. Elles imaginent des scénarios qui n'existent pas encore, ressuscitent des erreurs qui ne peuvent plus être corrigées, rouvrent des chapitres que le temps avait déjà refermés. Et tu restes là, coincé dans ce cycle mental, à essayer d'identifier le moment précis où tu as perdu le contrôle. À l'extérieur, rien ne trahit le chaos. Mais à l'intérieur, il y a de la tension, des frictions, de la fatigue, une lutte silencieuse qui consume ton énergie jour après jour. Si tu te reconnais dans ces mots, écoute attentivement. Tu n'as rien de cassé. Et plus important encore, ce n'est pas une faille de caractère. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'incapacité. C'est simplement le résultat logique d'utiliser l'outil le plus sophistiqué de l'univers, ton esprit, sans avoir reçu les instructions nécessaires. Personne ne nous a appris à réguler nos pensées. Personne ne nous a appris à interrompre le flux mental avant qu'il ne se transforme en embouteillage émotionnel. On nous a appris à produire, à performer, à réagir, à rivaliser. Mais on nous a rarement appris à gouverner notre propre monde intérieur. Et voici la partie rassurante. Tu n'as pas besoin de tout abandonner pour trouver le silence. Tu n'as pas besoin de fuir, ni de devenir quelqu'un d'autre. Ce dont tu as besoin n'est pas une formule magique, c'est une méthode, des principes solides, des stratégies précises qui te redonnent le contrôle. Et si tu es ici maintenant, ce n'est peut-être pas un hasard. Il arrive un point où continuer comme avant devient plus douloureux que changer. Ce point, c'est maintenant. Nous vivons à une époque où le confort extérieur augmente, mais où la stabilité intérieure diminue. Tout est rapide, tout est urgent, tout exige une réaction. Nous anticipons des catastrophes futures, nous ruminons le passé et nous négligeons la seule chose qui nous appartient réellement, le présent. Sans t'en rendre compte, tu commences à assister à ta propre vie comme un spectateur, en attendant le moment idéal, la certitude absolue, la sensation parfaite. Pendant ce temps, le temps continue d'avancer. Alors prête attention à ce qui vient maintenant. Cela s'arrête ici. Ce que tu vas entendre n'est pas une motivation superficielle. Ce sont des principes qui ont résisté au pouvoir, à la guerre, à la perte et à l'incertitude. Marc Aurèle n'écrivait pas pour impressionner. Il écrivait pour préserver sa propre lucidité. Sénèque ne réfléchissait pas pour divertir. Il réfléchissait pour supporter le poids de la responsabilité et de l'instabilité. Épictète n'enseignait pas le confort. Il enseignait la souveraineté intérieure, même lorsque le corps était enchaîné. Il ne cherchait pas un soulagement émotionnel, il cherchait la clarté sous pression, et c'est exactement ce que tu commences à construire maintenant. Leçon 1. Reste aux commandes. Pense à toi comme au capitaine d'un navire qui traverse une tempête en pleine mer. Les vagues se dressent, le vent hurle, l'équipage panique, la coque tremble. Si le capitaine se met à courir sur le pont, pris de panique, à crier contre le ciel, à maudire le vent, à accuser l'océan, le navire ne tient pas. Pas parce que la tempête est trop forte, mais parce que le leader a perdu la tête. Ton travail n'a jamais été d'empêcher la tempête, c'est impossible. Ta fonction, c'est de garder la barre stable, quand tout autour cherche à t'arracher le contrôle. C'est pour ça qu'Épictète, né esclave et qui portait sur son propre corps les marques d'un maître cruel, comprenait cette vérité avec une profondeur que peu atteignent. Il ne parlait pas du contrôle comme d'une théorie élégante. Il parlait comme quelqu'un qui a vécu la limite de l'absence de pouvoir extérieur et qui a pourtant découvert une souveraineté intérieure. Il nous a enseigné la dichotomie du contrôle, le fondement de toute paix de l'esprit. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas, et confondre ces deux catégories, c'est le début d'une souffrance inutile. Il affirmait qu'il n'existe qu'un seul chemin vers la tranquillité. Cesser de s'angoisser pour ce qui échappe au pouvoir de notre volonté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Le stoïcisme t'invite à construire une citadelle intérieure, un espace en toi que les opinions, les retards, les critiques ou les rejets ne peuvent pas envahir. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de la Terre à son époque, se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes ingrates, arrogantes,
violente et perfide. Il n'écrivait pas ça pour se plaindre de l'humanité, mais pour entraîner sa posture face à elle. Et ensuite, il ajoutait quelque chose de décisif. Aucun d'eux ne peut me blesser, parce que personne ne peut m'entraîner dans la laideur sans mon consentement. Vois comme ça change tout. Quand quelqu'un hausse la voix en réunion, quand un proche lance une critique tordue au dîner, quand un message arrive sec et froid sur ton téléphone, ce qui te touche vraiment, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est le jugement que tu fabriques dessus. C'est à cet instant que la plupart des gens lâchent la barre. La prochaine fois que tu sens la colère monter dans ta gorge, l'anxiété comprimer ta poitrine, ou cette envie urgente de rendre coup pour coup, visualise un mur de pierre autour de ton esprit. Les mots qui arrivent sont comme des flèches en feu, mais ta muraille est en granit. Le granit ne réagit pas, il soutient. Répète-toi, fermement, c'est extérieur, mon jugement là-dessus est intérieur. Le monde peut provoquer, mais toi seul décides d'interpréter. La liberté suprême n'est pas de contrôler ce qui arrive, mais de créer une pause entre le stimulus et la réponse. C'est là que vit ton pouvoir, c'est là que tu cesses d'être l'otage de l'impulsion et que tu commences à agir par choix. Quand quelqu'un te provoque, tu vas réagir comme un animal acculé, dominé par l'instinct, ou tu vas répondre comme un empereur qui se gouverne d'abord lui-même avant de vouloir gouverner une situation. Parce qu'au bout du compte, la tempête viendra toujours. La différence, c'est de savoir si tu seras emporté par les vagues, ou si l'on se souviendra de toi comme du capitaine qui a gardé la barre ferme, pendant que tous autour perdèrent le contrôle. Leçon 2. Affronte la vie avec confiance. Si chaque chose qui t'arrive tu l'utilises comme une preuve que tu es inférieur, si chaque erreur devient une sentence, si chaque échec se transforme en tribunal intérieur où tu es à la fois l'accusé et le juge, tu ne vis pas, tu te condamnes chaque jour. Il existe une différence entre responsabilité et autopunition, et la plupart des gens franchissent cette ligne sans s'en rendre compte. La responsabilité dit « Je me suis trompé, qu'est-ce que je peux apprendre ?» L'autopunition dit « Je me suis trompé, donc je suis une erreur. » Tu vois la violence cachée là-dedans. La confiance ne naît pas de l'absence d'échec, elle naît de la posture face à eux. Quand tu rumines mentalement une erreur comme si c'était une punition éternelle, quand tu revis la scène avant de dormir, quand tu te répètes intérieurement « Comment ai-je pu être aussi idiot ?» Tu n'évolues pas, tu affaiblis ta propre structure. Et personne ne construit une vie solide si la base est le mépris de soi. Imagine un combattant qui tombe au premier coup et au lieu de se relever et d'ajuster sa garde, commence à s'insulter au milieu du ring. L'adversaire n'aurait même pas besoin de frapper à nouveau. Le combat serait déjà décidé. C'est exactement ce qui se passe quand tu transformes chaque faux pas en attaque contre ta propre identité. Le stoïcisme n'a jamais promis la perfection, il a promis la fermeté. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Quand tu te trompes lors d'une présentation, quand tu perds de l'argent dans une décision mal calculée, quand tu dis quelque chose que tu regrettes ensuite, le fait est déjà arrivé. Ce qui vient après est un choix. Tu peux en tirer un apprentissage ou tu peux en tirer une honte chronique. Regarde comment cela apparaît dans les micro-situations du quotidien. Tu envoies un message et tu ne reçois pas de réponse immédiate. Et immédiatement, tu conclus que tu as dit quelque chose de travers. Tu reçois une critique au travail et tu passes le reste de la journée à te sentir incapable. Tu essaies de lancer un nouveau projet et, à la première difficulté, tu commences à penser que tu n'es pas fait pour ça. Ce n'est pas la difficulté qui te diminue, c'est ce que tu penses d'elle. Marc Aurèle écrivait pour lui-même comme un commandant qui guide sa propre armée intérieure. Il ne se traitait pas d'échec, il se rappelait sa responsabilité. Il savait que l'esprit a besoin d'une direction claire, pas d'insultes constantes. Si tu veux affronter la vie avec confiance, tu dois apprendre à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux voir grandir. La confiance, c'est savoir que tu peux te tromper et continuer malgré tout. C'est tomber et ajuster ton pas. C'est regarder une erreur et dire « cela m'enseigne, cela ne me définit pas ». C'est comprendre que ton identité est plus grande que n'importe quel épisode isolé. Et voici le point décisif. Le monde sera déjà suffisamment dur avec toi. Il y aura des critiques injustes, des rejets inattendus, des pertes inévitables. Si en plus de cela tu deviens ton propre agresseur intérieur, tu te bats sur deux fronts. Mais si tu deviens ton propre allié stratégique,
Chaque coup extérieur devient simplement un entraînement de plus. La prochaine fois que tu échoues, fais quelque chose de différent. Au lieu de t'insulter, fais une pause. Au lieu de ruminer, demande-toi, quel est l'ajustement nécessaire? Au lieu de dire « je ne vaux rien », dis « je suis encore en train d'apprendre ». Cela paraît simple, mais ce changement de posture redéfinit ta trajectoire. Sénèque disait que nous n'osons pas beaucoup de choses parce qu'elles sont difficiles. Elles sont difficiles parce que nous n'osons pas. La confiance, c'est oser malgré l'inconfort, c'est agir même avec peur, c'est ne pas attendre de se sentir prêt pour commencer. La vie ne te demande pas d'être impeccable, elle te demande d'être ferme. Quand l'erreur arrivera, et elle arrivera, vas-tu t'agenouiller devant elle ou l'utiliser comme marche? Affronter la vie avec confiance, ce n'est pas crier que tu es invincible, c'est avancer en sachant que, même vulnérable, tu restes capable de choisir ta posture. Et ce choix répété, chaque jour, transforme l'insécurité en force silencieuse. La phrase que tu dois commencer à te répéter est « Je me trompe, mais j'avance ». Parce que celui qui affronte la vie avec confiance ne nie pas ses erreurs, il refuse simplement d'être défini par elles. Leçon 3. Accueille tout ce qui arrive. Quelle petite action apparemment ridicule, presque insignifiante, peux-tu accomplir aujourd'hui qui te rapproche de la personne que tu veux devenir? Je ne parle pas d'une révolution, mais d'un mouvement. Un courriel envoyé, un entraînement commencé, une conversation planifiée, un message écrit, fais-le simplement. Ne négocie pas trop avec ton propre esprit. L'action affaiblit la peur, le doute la renforce. Plus tu réfléchis sans agir, plus le problème grandit dans ton imagination. Quand tu agis, il rétrécit face à la réalité. C'est ici que le stoïcisme se sépare de la philosophie confortable, celle qui console seulement, mais ne transforme pas. La plupart des gens veulent une vie sans problème. Le stoïcien comprend que c'est une fantaisie infantile. La vie est faite de difficultés, de chaos, d'imprévus, de frictions constantes. Attendre une stabilité permanente, c'est lutter contre la structure même du monde. Mais il existe un principe qui change complètement la manière de traverser ce paysage. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas un optimisme toxique, ce n'est pas une résignation amère. Cela s'appelle amor fati, aimer le destin. Il ne s'agit pas seulement de supporter ce qui arrive, ni d'avaler tout et de tenir en silence. C'est accepter le fait avec lucidité et se demander comment cela peut-il me renforcer. C'est regarder la difficulté et dire si cela est devant moi, alors c'est un matériau de construction. Imagine que tu conduis vers un entretien d'embauche important et que le pneu crève. La réaction commune est immédiate. Colère, panique, plainte, tension accumulée avant même d'avoir résolu le problème. Tu arrives en retard, essoufflé, émotionnellement désorganisé. Et souvent tu compromets ta propre opportunité, non à cause de l'événement, mais à cause de la posture que tu as adoptée, si automatiquement que tu n'as même pas réalisé que tu avais fait ce choix. Le stoïcien regarde le pneu crevé et pense « Une opportunité de pratiquer la patience sous pression, une opportunité de tester ma capacité de résolution rapide, une opportunité d'arriver à l'entretien et, si nécessaire, d'expliquer exactement comment j'ai géré un imprévu sans perdre mon calme. » L'événement est le même, la différence réside dans l'interprétation. Marc Aurèle l'a résumé de manière brillante. L'obstacle ne bloque pas le chemin, l'obstacle est le chemin. Cette phrase porte la clé pour faire face aux difficultés de la vie. Si tu es licencié, cela peut être l'impulsion pour créer quelque chose à toi ou chercher un environnement qui reconnaît ta valeur. Si tu tombes malade, cela peut être un signal pour réorganiser tes priorités, prendre davantage soin de ta santé et respecter tes limites. Si ton cœur a été brisé, cela peut être l'occasion d'apprendre à te soutenir émotionnellement sans dépendre de quelqu'un. La psychologie moderne appelle cela la restructuration cognitive. L'événement est neutre, l'esprit le catégorise. Ce n'est pas le fait en lui-même qui détermine ta force, mais le récit que tu choisis de construire autour de lui. Le monde présente des faits, ton esprit présente des significations, et c'est la signification qui détermine si tu grandis ou si tu te rétrécis. Au fond, c'est toujours cela. Rien n'est bon ou mauvais en soi, c'est la pensée qui lui donne cette apparence. Si tu entraînes ton esprit à demander automatiquement « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou « Comment cela peut-il me renforcer ?»
tu deviens résistant à pratiquement n'importe quel scénario. Rien de ce que la vie place devant toi n'est inutile par définition. Tu es comme le feu, tout ce qui est jeté en toi peut être consumé et transformé en énergie. Le même événement qui éteint quelqu'un peut intensifier un autre. La différence ne réside pas dans la difficulté. Elle réside dans la combustion intérieure. Quand tu décides d'aimer le destin, tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à l'utiliser. Et à ce moment-là, tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à affirmer « Puisque cela est arrivé, qu'est-ce que je vais en faire ?» Leçon 4. Va au-delà de ta zone de confort. Nous vivons à l'ère du confort, climatisation, livraison de repas, divertissement instantané, réponse immédiate. Presque tout ce qui exigeait autrefois un effort ne demande plus qu'un simple toucher d'écran. Nous avons éliminé les frictions du quotidien et, paradoxalement, nous sommes devenus intolérants à la moindre frustration. Si Internet met 3 secondes de plus à charger, nous nous irritons. Si le trafic s'arrête, l'humeur change. Si quelqu'un tarde à répondre à un message, nous imaginons un manque de respect. Si nous recevons un non, nous portons déjà le poids du rejet. Ce n'est pas que les problèmes ont augmenté, c'est que notre tolérance a diminué. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome, entouré de luxe et d'influence. Pourtant, il pratiquait des journées de pauvreté volontaire. Il mangeait du pain simple, portait des vêtements rêches, dormait à même le sol. Ce n'était pas du masochisme, c'était un entraînement. Il faisait cela pour s'immuniser contre la peur. Il se demandait, en vivant avec peu, « Est-ce cela que je redoutais ?» Et il constatait qu'il était toujours vivant, entier, lucide. L'inconfort qui semblait effrayant dans l'imagination devenait gérable dans l'expérience. S'entraîner en période de sécurité te prépare au temps de crise. Si tu crains de perdre de l'argent, essaie de vivre avec moins pendant quelques jours. Si tu redoutes le jugement des autres, fais quelque chose de ridicule en public et observe que le monde continue de tourner. Si tu crains la faim, expérimente un jeûne conscient et réalise que ton corps supporte plus que ton esprit ne le suppose. En recherchant volontairement l'inconfort, tu élargis ta zone de confort jusqu'à ce qu'elle cesse d'être fragile. Tu n'élimines pas la peur, tu réduis simplement le territoire où elle commande. Quand tu prends une douche froide le matin, ce n'est pas seulement une question de santé physique, c'est un geste symbolique. Tu dis à ton propre cerveau, « C'est moi qui commande, pas l'impulsion. Le froid existe, mais il ne décide pas à ma place. » Demande-toi avec honnêteté, quand est-ce que tu as fait quelque chose de difficile simplement parce que c'était difficile? Non par obligation extérieure, mais par choix intérieur. La croissance se produit toujours en état de résistance. Les muscles ne se renforcent que sous charge, le caractère aussi. Si tout dans ta vie est confortable, prévisible et facile, ta tolérance diminue, ta discipline s'affaiblit, ta patience disparaît et ton identité s'endort. Comme le rappelle Steven Pressfield dans La guerre de l'art, la résistance apparaît toujours lorsque tu es sur le point de faire quelque chose qui compte vraiment. Plus l'appel est grand, plus la résistance est forte. Ce n'est pas un signal pour reculer, c'est un signal que tu es dans la bonne direction. Alors, quand tu sens cette force intérieure, essayer de te convaincre de remettre à plus tard, d'éviter, de choisir le chemin le plus facile, comprends ce qui se passe. Tu es face à quelque chose qui peut te transformer. C'est à cet instant que la décision compte. Au lieu de fuir, incline-toi vers la difficulté. Choisis le poids qui te défie. Affronte la conversation que tu évites. Monte le chemin le plus raide quand c'est le bon. Parce que c'est précisément là où l'effort est réel et où il n'y a aucune distraction pour t'anesthésier que quelque chose change de manière définitive. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui évite et tu commences à te reconnaître comme quelqu'un qui affronte. Et ce changement d'identité ne naît pas du confort, il naît de la friction que tu as décidé de traverser. Leçon 5. Commande ton attention. Si tu es encore ici, ce n'est pas par hasard, c'est par choix, et le choix conscient est déjà un acte rare dans un monde qui récompense la distraction. La plupart des gens abandonnent toute réflexion profonde dans les premières secondes. Parce que penser exige de la présence et la présence exige de la responsabilité. Alors ils échangent l'inconfort de la conscience contre une vidéo courte de plus, un défilement infini de plus, un stimulus rapide de plus. Être resté révèle quelque chose de silencieux mais puissant. Il existe en toi une fin réelle de changement.
Et cette fin, si elle est dirigée avec clarté, est plus forte que n'importe quelle circonstance extérieure. Nous vivons dans une société de vitrines, où chacun expose une version éditée de sa propre vie. Et peu à peu, nous devenons des acteurs d'une pièce que personne ne regarde vraiment, ajustant nos paroles, nos poses et nos achats pour obtenir des applaudissements d'inconnus qui ne connaissent même pas notre histoire. Nous achetons ce dont nous n'avons pas besoin. Nous payons en plusieurs fois ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous acceptons des invitations que nous ne voulons pas, simplement pour maintenir une image qui ne nous représente pas. C'est une course silencieuse vers la validation, et la plupart ne réalisent même pas qu'ils sont en train de courir. Sénèque, conseiller d'empereur et profondément inséré au centre du pouvoir romain, avait déjà identifié ce piège il y a 2000 ans en affirmant que la pauvreté ne consiste pas à avoir peu, mais à désirer infiniment plus. Il était lui-même immensément riche, et c'est précisément pour cela qu'il comprenait que le problème n'a jamais été la possession, mais la dépendance émotionnelle à la possession. Observe ton anxiété récente avec honnêteté. Combien de fois est-elle apparue après avoir ouvert un réseau social et vu la nouvelle voiture de quelqu'un, les vacances impeccables d'un influenceur, la promotion d'un ancien camarade de classe? Soudain, ce qui hier semblait suffisant paraît aujourd'hui insuffisant. Et une sensation inconfortable de retard commence à se former dans ta poitrine. Ce n'est pas ta réalité qui s'est détériorée, c'est la comparaison qui a déformé ta perception. Ce mécanisme a un nom, le tapis roulant hédoniste. Tu cours vers le prochain objectif matériel. Tu crois qu'en l'atteignant, tu pourras enfin te reposer. Mais quand tu arrives, la cible s'est déjà déplacée de quelques mètres et tu recommences à courir, non par ambition saine, mais par peur de rester derrière. Et plus tu cours, plus tu te sens loin de la paix. Le stoïcien décide de descendre de ce tapis roulant, non parce qu'il rejette la prospérité, mais parce qu'il refuse l'esclavage émotionnel. Sénèque ne voyait pas de contradiction entre richesse et philosophie, il voyait une contradiction entre richesse et dépendance. Le problème n'a jamais été d'avoir, le problème est d'avoir besoin d'avoir pour se sentir quelqu'un. La véritable richesse pour le stoïcien est l'autosuffisance. C'est la capacité de rester entier même lorsque l'extérieur oscille. Si ton bonheur dépend exclusivement d'une promotion, tu remets ta paix entre les mains de l'humeur de ton supérieur. S'il dépend de l'admiration constante des autres, tu deviens l'otage de l'opinion instable de la foule. Et la foule change d'avis avec la même rapidité qu'elle fait glisser son doigt sur l'écran. Regarde autour de toi maintenant, sans idéaliser, mais sans mépriser non plus. Tu as un toit, tu as accès à une information illimitée dans ta poche, tu as de la nourriture, tu as des ressources que des rois d'il y a plusieurs siècles n'auraient jamais imaginé posséder. Un empereur d'il y a 500 ans n'avait ni la technologie, ni le confort, ni la portée que tu as aujourd'hui. Sur de nombreux aspects pratiques, tu vis mieux qu'eux. Pour le stoïcien, si tu possèdes la vertu et un morceau de pain, tu possèdes déjà l'essentiel. Ce n'est pas une résignation pauvre, c'est une liberté stratégique. Quand tu apprends à désirer ce que tu as déjà, tu brises le cycle de la comparaison et tu commences à agir à partir de la suffisance, non du manque. La gratitude n'est pas une sensiblerie émotionnelle, c'est un antidote rationnel contre l'envie. C'est une manière d'entraîner ton regard à voir l'abondance là où auparavant tu ne voyais que le manque. Et quand tu entraînes ce regard, quelque chose change silencieusement. Le sentiment de manque perd en force, l'anxiété diminue, et tu recommences à agir par sens, non par compétition. Parce qu'au final, la question n'est pas combien tu possèdes, mais qui tu deviens pendant que tu cherches. Et si tu restes ici, attentif, lucide et disposé à gouverner tes désirs au lieu d'être gouverné par eux, alors tu es déjà plus riche que tu ne l'imagines. Leçon 6. Ne laisse pas aujourd'hui t'échapper. Sénèque a écrit un essai intitulé « De la brièveté de la vie ». Et la première idée qu'il lance n'est ni douce, ni poétique, ni confortable, c'est un coup direct porté à l'orgueil humain. Il affirme que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous gaspillons une grande partie du temps qui nous a été donné. Cela vient heurter la logique de notre époque. Nous disons que nous sommes occupés, que nous sommes fatigués, que nous sommes débordés. Mais si quelqu'un observait avec honnêteté une seule journée de notre routine, il verrait des blocs entiers d'heures livrés à des distractions qui ne construisent rien, des conversations superficielles qui n'apportent rien,
des divertissements qui ne font qu'anesthésier. Nous nous comportons comme si nous étions immortels dans nos désirs, en repoussant des voyages, des projets, des changements de carrière, des conversations difficiles, des décisions qui pourraient transformer notre trajectoire. Nous pensons qu'il y aura toujours un demain. Mais, curieusement, nous sommes extrêmement mortels dans nos peurs. Nous agissons comme si le moindre risque était fatal, comme si le moindre inconfort était insupportable. Nous passons 40 minutes à faire défiler l'écran du téléphone avant de dormir. En observant la vie éditée des autres, nous nous réveillons fatigués. Nous répétons que la vie est courte et que nous n'avons pas le temps, et nous continuons à repousser ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un manque d'heures, c'est un manque de direction. La procrastination n'est pas une simple paresse. Elle est, bien souvent, une forme subtile d'arrogance. C'est l'arrogance silencieuse de croire que l'avenir est garanti, que nous aurons de l'énergie demain, que nous aurons du courage demain, que nous aurons une opportunité demain, comme si le temps nous devait une continuité. Marc Aurèle affrontait cela chaque matin dans ses pensées. Il décrit la difficulté de sortir de sous les couvertures chaudes, l'impulsion de rester confortable, de se protéger du froid, de l'effort, des responsabilités. Et alors il se demande, ai-je été créé pour cela? Pour me recroqueviller sous les couvertures et chercher le confort? Ou suis-je né pour accomplir le travail d'un être humain? Perçois la profondeur de cette question. Il ne s'agit pas de productivité, il s'agit d'identité. Chaque fois que tu dis « je fais ça demain », tu ne fais pas qu'organiser ton agenda. Tu paries que tu auras une autre chance. Tu assumes que l'horloge continuera à tourner en ta faveur. Tu traites le présent comme quelque chose de jetable. C'est comme si tes parents allaient toujours être là, disponibles, attendant ton appel quand tu auras enfin le temps. Comme si leur voix ne pouvait pas un jour devenir seulement un souvenir. C'est comme si tes enfants n'allaient pas grandir, attendant patiemment le jour où tu pourras jouer avec eux sans te presser. C'est comme si le temps allait se figer, simplement en attendant que tu gagnes en confiance, que tu règles tes peurs, et seulement ensuite que tu mettes tes idées en pratique. Mais le temps n'attend pas ta préparation émotionnelle, il avance même pendant que tu hésites. Le stoïcien ne voit pas le travail comme une punition, mais comme l'expression naturelle de sa propre existence. Agir n'est pas une sanction, c'est la nature. L'oiseau vole, le poisson nage, l'être humain construit. Créer, organiser, affronter, décider, ce n'est pas un excès, c'est la condition humaine. Quand tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu ne te reposes pas, tu t'éloignes de ce pourquoi tu es né. Je veux que tu penses maintenant à ce que tu évites. Cet appel gênant qui pourrait résoudre un conflit ancien. Ce projet rangé dans un tiroir parce qu'il ne sera peut-être pas parfait. L'inscription à la salle de sport que tu promets de faire depuis des mois. Les excuses restées coincées dans ta gorge. La science moderne appelle cela la friction limbique, la résistance émotionnelle à l'effort, l'inconfort anticipé que le cerveau cherche à éviter. Les stoïciens appelaient cela l'absence de but clair, parce que lorsque le but est fort, l'inconfort diminue de taille. Le remède qu'ils proposaient était simple et brutalement honnête. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pose la main sur ta poitrine maintenant et sens ton cœur battre, non pas comme une jolie métaphore, mais comme un fait biologique. Chaque battement est irréversible, aucun ne peut être récupéré, aucun ne peut être répété. C'est une horloge en compte à rebours qui n'accepte aucune négociation. Je ne te demande pas de t'épuiser à travailler, d'essayer de tout gérer ou de transformer ta vie en épuisement constant. Je te demande quelque chose de bien plus profond et exigeant. Arrête de repousser ta propre existence. Vivre avant de mourir signifie agir tant qu'il reste du temps, parler tant qu'il reste de la voix, essayer tant qu'il reste de la force. Parce que le temps n'est pas court par nature, il devient court lorsque tu le remets, jour après jour, à tout ce qui ne construit pas la personne que tu es né pour être. Leçon 7. Trouve la solution. Parfois, le poids de nos préoccupations n'est pas aussi grand qu'il le paraît, mais comme nous avons le visage collé dessus, nous perdons complètement la perspective, et ce qui pourrait être résolu avec clarté commence à nous étouffer comme si c'était une sentence définitive. Un commentaire négatif devient un coup de poignard imaginaire. Une dette semble être la fin du monde. Un message sans réponse prend des proportions d'abandon. Non pas parce qu'ils sont objectivement gigantesques, mais parce que tu les regardes avec la lentille de l'amplification émotionnelle.
Marc Aurèle connaissait ce mécanisme. Au milieu des guerres, des trahisons politiques et des épidémies, lorsqu'il sentait la colère ou l'inquiétude tenter de le dominer en première ligne, il appliquait une technique mentale connue sous le nom de « vue d'en haut », également appelée « vue de Platon ». Ce n'était pas une fuite, c'était un ajustement d'altitude. Il fermait les yeux et imaginait qu'il montait. Imagine-toi maintenant faire la même chose. Tu te lèves de l'endroit où tu es. Tu sors de la pièce. Tu observes ta rue d'en haut. Tu montes au-dessus de ta ville. Tu vois des milliers de personnes vivre des histoires simultanées. Certains naissent, d'autres meurent, certains célèbrent, d'autres se disputent. Quelqu'un reçoit la meilleure nouvelle de sa vie pendant qu'un autre affronte la pire. Tu montes encore, tu vois ton pays comme une tache sur la carte. Tu montes encore plus haut et tu aperçois la planète entière, un point bleu pâle suspendu dans l'immensité silencieuse du cosmos. À cette hauteur, où est cette critique qui t'a tant blessé? Où est la dette qui semblait écrasante? Où est la honte que tu portes depuis des jours? Elles sont invisibles. Elles sont poussière. Marc Aurèle a écrit que l'Asie et l'Europe ne sont que des coins de l'univers, que toute la mer est une goutte dans le présent, que le présent lui-même est un point dans l'éternité. Il n'écrivait pas pour diminuer la vie, mais pour réduire le drame. Cela n'a pas pour intention de te rendre insignifiant ou déprimé. Au contraire, c'est profondément libérateur. Si tu es petit dans l'immensité, tes problèmes le sont aussi. Si ta vie est un instant dans l'histoire de l'univers, pourquoi transformer chaque contretemps en tragédie épique? Pense aux micro-situations de ta journée, l'erreur que tu as commise pendant la présentation et que tu revis mentalement pendant des heures, la conversation mal interprétée pour laquelle tu répètes 1000 réponses après qu'elle est déjà terminée, le retard qui ruine toute ton humeur, comme si l'univers conspirait contre toi. Rien de tout cela ne résiste à la vision élargie. La majeure partie de la souffrance humaine naît de la dramatisation excessive de sa propre expérience. Tu n'es pas le protagoniste d'une tragédie grecque observée par les dieux dans une attente solennelle. Tu es une partie fonctionnelle d'un tout vaste, dynamique et extraordinaire. Et ta tâche n'est pas d'amplifier le chaos, elle est d'agir avec dignité dans ce qui est à ta portée. Quand tu élargis la vision, le problème rétrécit. Quand tu ajustes l'altitude, l'émotion perd en intensité. Quand tu te rappelles l'immensité, l'ego se détend. Alors, avant de réagir comme si le monde s'effondrait, monte mentalement de quelques kilomètres. Regarde la scène entière, respire et demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela mérite vraiment l'ampleur du théâtre que je suis en train de construire à l'intérieur de moi? Relâche, retrouve la perspective et fais ta part avec sérénité. Parce que la grandeur ne réside pas dans le fait de dramatiser la vie, elle réside dans le fait de la traverser avec lucidité. Leçon 8. Pourquoi réfléchir à la mort change ta vie? Si tu veux comprendre la vie avec une profondeur réelle, tu dois avoir le courage de regarder la mort dans les yeux une fois de plus. Non pas avec désespoir, mais avec la lucidité froide de celui qui accepte enfin les règles du jeu. La mort n'est pas une erreur du système. Ce n'est pas une injustice personnelle. Ce n'est pas une faille cosmique. Elle est la seule certitude absolue qui n'a jamais échoué dans l'histoire de l'humanité. Demande-toi avec une rationalité brutale, que restera-t-il de toi dans 100 ans? Ta maison appartiendra à quelqu'un d'autre. Elle sera habitée par des inconnus qui ne sauront pas qui a choisi ces murs. Tes vêtements se seront dissous dans quelques décharges. Ton compte bancaire aura été fermé. Et ces chiffres pour lesquels tu sacrifies ta paix aujourd'hui ne seront plus que de la poussière numérique oubliée sur un serveur. Même ton nom qui semble aujourd'hui si important sera rappelé pendant quelques générations, puis disparaîtra lentement, te transformant en un visage anonyme sur une vieille photographie que personne ne parvient à identifier. Cela effraie l'ego, parce que l'ego supplie pour la permanence, pour la reconnaissance, pour une forme d'immortalité. Mais cette même vérité libère l'âme, parce que lorsque tu acceptes que rien n'est permanent, tu comprends qu'il n'y a rien de réel à perdre. Si à la fin tout retourne au silence, tu es libre des chaînes de l'opinion des autres, libre du besoin d'impressionner, libre de la peur de ne pas paraître suffisant. Alors la question change de direction. Il ne s'agit plus de ce que tu accumules, mais de qui tu deviens pendant que tu es ici. L'argent n'est que du papier, le statut n'est que de la fumée, les applaudissements sont des échos qui disparaissent.
Le stoïcisme n'a jamais recherché une renommée posthume, ni des statues de bronze. Il recherche l'excellence présente, la qualité du caractère en temps réel, l'intégrité quand personne ne regarde et qu'il n'y a pas de public. Je vais te proposer un exercice plus direct. Imagine tes funérailles, pas les fleurs, pas la musique, mais le silence de la pièce, la froideur du lieu, le poids des présences. Que ressentiront vraiment les gens en regardant le cercueil? Diront-ils que tu étais toujours trop occupé, toujours irrité, toujours nerveux pour tout, toujours en train de repousser des conversations importantes parce que tu devais résoudre une urgence de plus au travail? Se souviendront-ils que tu rendais tes rapports avant la date prévue, mais que tu ne rendais jamais une présence véritable? Ou diront-ils que tu étais un roc au milieu de la tempête, quelqu'un qui inspirait la sécurité, quelqu'un qui tenait parole même quand cela coûtait du confort, quelqu'un qui traitait le serveur avec respect quand la commande arrivait erronée, qui gardait la sérénité en perdant de l'argent, qui embrassait sa famille avec une attention entière, même après une journée épuisante? C'est dans ces micro-situations invisibles que le legs se construit. Le caractère ne naît pas au moment de la mort, il est forgé dans la routine quotidienne, dans la manière dont tu réagis au trafic, dans la façon dont tu parles à ceux qui ne peuvent rien t'offrir en retour, dans la décision silencieuse de ne pas déverser ta frustration sur ceux qui sont à tes côtés. Chaque jour est une vie en miniature, avec un début au réveil et une fin au coucher. Sénèque rappelait qu'en te réveillant, tu reçois une nouvelle opportunité de vivre correctement. Et qu'en t'endormant, c'est comme si le monde disparaissait pendant quelques heures. Ce que tu fais entre un réveil et l'autre est ton existence condensée. Ne gaspille pas ces petites vies quotidiennes en vivant comme si tu répétais pour quelque chose qui ne commence jamais. Et si la mort te rendait visite cette nuit, de manière inattendue et inévitable, pourrais-tu la regarder avec tranquillité et dire « J'ai fait ce que je pouvais, j'ai joué mes cartes avec honneur, je n'ai pas laissé ma vie être un brouillon éternel ». La philosophie ne prend du poids que lorsqu'elle traverse le comportement. Alors, ne ferme pas cette vidéo et ne retourne pas automatiquement à ton ancienne manière de réagir. Même si c'est facile, même si la majorité suit ce chemin. Ne sois plus esclave de la peur des opinions des autres. Fais quelque chose de concret aujourd'hui, pas demain. Choisis une chose qui t'effraie et avance vers elle. Choisis une plainte déjà prête à sortir de ta bouche et interromps-la avant qu'elle ne naisse. Choisis un moment de colère et transforme-le délibérément en silence conscient. C'est cela, l'entraînement réel. Le chemin du stoïcien est exigeant, parfois solitaire, parce que la discipline n'est pas populaire, mais la récompense est la seule qui compte vraiment. Devenir maître de ton propre esprit, gouverner tes réactions, ne pas dépendre du chaos extérieur pour définir ton état intérieur. Oui, le monde est désorganisé, la vie est difficile, il y aura des pertes et des frustrations, mais tu possèdes une citadelle intérieure, tu possèdes la raison, tu possèdes la capacité de choisir ta posture. Si tu es décidé à vivre avec plus de lucidité, laisse ici une promesse publique, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour t'entendre assumer ta responsabilité. Écris dans les commentaires « Memento mori, je choisis de vivre aujourd'hui ». Que cela ne soit pas seulement une phrase tapée, mais un rappel visible de l'homme ou de la femme que tu as décidé de devenir. La vie n'est pas une répétition, elle n'a pas de brouillon sauvegardé, elle n'a pas de seconde édition corrigée. C'est l'arène. Et chaque jour tu y entres de nouveau, avec les mêmes faiblesses, les mêmes tentations, les mêmes opportunités d'agir mieux qu'hier. Tu ne contrôles pas combien de temps tu auras, mais tu contrôles l'attitude avec laquelle tu occupes le temps que tu as. Alors fais en sorte qu'il compte. Merci d'avoir regardé.